Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre le temps de partager ce moment qui reste et qui va rester encore pendant quelques jours ou quelques semaines, un moment virtuel. On a vraiment hâte de pouvoir vous retrouver et de passer du temps ensemble lors de nos événements live. En attendant, encore merci de faire l'effort de débrancher un peu de votre to-do list pour passer du temps avec nous pour cet événement Expérience Paris 2021. Alors je voulais vraiment, au nom de toute l'équipe, ce qui représente maintenant un peu moins d'une cinquantaine de personnes pour la région Europe du Sud, je tenais vraiment à vous remercier toutes et tous. Euh, on a évidemment connu une année assez bizarre, pour le moins qu'on puisse dire. Et en fait, au moment où on était censés tous refermer les uns sur les autres, être à distance et un peu stressés plus qu'à la normale, on a tous été les témoins. En tout cas, moi, j'ai vraiment été le témoin d'un renforcement de l'esprit communautaire qui habite la communauté Acquia. Vous savez qu'on vient du monde de l'open source hein, et du logiciel libre et gratuit, et donc communautaire. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, au-delà du pitch facile à expliquer. Et donc, on a vraiment connu ça. On a vu qu'on s'est toutes et tous mis dans un ordre de bataille en disant, OK, on a des plans, soit on les suit, soit on les change, mais en tout cas, on y va. On a eu, et vous avez été beaucoup à nous rejoindre en tant que nouveaux clients. On a des sociétés, par exemple, prestigieuses comme Airbus, qui a transitionné de technologie, qui est passé de Adobe à Acquia sur ses plateformes digitales et ses programmes d'industrialisation digitale. On a Legrand qui nous a rejoint, on va en parler. On a CMA-CGM qui nous a rejoint alors qu'ils étaient en pleine attaque informatique, en plein piratage. Ils ont quand même décidé d'engager avec nous. Donc ça, c'est vraiment, voilà, et c'est vraiment pour n'en citer que quelques-uns. Gerflor, on en a d'autres. L'autre tendance qu'on a pu observer, c'est que vous, nos déjà clients, vous avez également accéléré et renforcé les programmes que vous aviez initiés avec nous sur nos plateformes. Je pense par exemple à Nestlé qui a engagé au Canada, on va en parler un peu plus tout à l'heure, mais un programme de transformation autour de la Customer Data Platform, donc comment mieux optimiser et gérer ses données clients. Euh, on a également, et ça c'est tout neuf, et donc je tenais à profiter de cette opportunité pour remercier l'équipe de Saint-Gobain, Saint-Gobain qui a encore accéléré l'usage des solutions Acquia, et Saint-Gobain est un client, j'allais dire, historique hein, d'Acquia. Ça fait plus de 7 ans que Saint-Gobain est client, client d'Acquia. Et donc là maintenant Saint-Gobain accélère sur l'aspect transactionnel de son business en utilisant les plateformes Saint-Gobain et donc comme vous toutes et tous hein, sur le digital. Euh, on a d'autres clients comme Solvay par exemple qui accélèrent sur des périmètres sur lesquels on aide nos clients de plus en plus, c'est-à-dire des sites beaucoup plus communautaires, intranet ou extranet. Et tout ça, c'est vraiment l'exemple d'un grand dynamisme. On a aussi évidemment nos partenaires qui ont accéléré très fort avec nous cette année et vraiment dans l'exécution, dans l'engagement commun. On fait beaucoup de travail en commun euh, avant d'aller voir nos clients ou nos prospects en commun. On passe du temps ensemble, on construit notre proposition de valeur, on solidifie, on a des équipes qui sont formées et commercialement et techniquement. Et ça s'accélère. On a une cadence qui est vraiment extrêmement forte. Et donc, je voulais aussi remercier tous nos partenaires. On va voir nos partenaires qui sponsorisent l'event un peu plus tard, mais vraiment d'une façon générale. Alors, l'agenda, quelques mots sur l'agenda. Euh, Là, on est dans l'après. C'est toujours un peu gênant de dire l'avant Covid, l'après Covid. En tout cas, on est dans le moment où le business repart, s'ouvre. Très clairement, on sent que nos clients et donc vous avez besoin de renforcer plus que jamais vos business cases. Vous avez besoin plus que jamais d'avoir les idées claires. On le voit beaucoup en ce moment, hein. Il y a vraiment beaucoup de challenges sur les projets et sur les programmes. Et donc, on a essayé de faire un agenda qui soit le plus orienté pour vous donner les clés et vous aider avec du contenu vraiment très, on va dire, très précis. Et donc pour ce faire, on va commencer avec Anthony Coliccio. Alors Anthony Coliccio qui travaille chez Acquia, lui son job, son travail, c'est de vous aider à monter vos business plans et à définir et éliminer les faux sujets des vrais.
Et vous allez voir qu'Anthony a vraiment une approche. On travaille aujourd'hui avec tous nos clients et tous nos prospects pour les aider et pour vous aider à monter vos business cases. Donc, il va partager un peu son approche avec vous. Ensuite, on va vraiment se focaliser sur les témoignages clients. Alors, le premier, ce sera Legrand. Je vous en parlais tout à l'heure. On est très content. Legrand, un grand projet d'industrialisation du digital sur nos 7 factories avec Benoît Vatrigan, qu'on remercie encore de participer. Et puis, je vous parlais des partenaires. On a SQLI qui est un fantastique partenaire avec lequel on accélère violemment cette année. Et donc, on aura Nicolas Calmont qui va participer à ce témoignage client avec Benoît. Et puis ensuite, après, on va passer à Solvay. Alors Solvay, c'est vraiment intéressant parce que Solvay, ils ont un certain nombre de sujets qu'ils adressent avec nous et notamment des nouveaux sujets autour de l'intranet. Et donc on va en parler. Et c'est Maya Vanard qui va témoigner à ce sujet-là pour vous donner peut-être vous donner de nouvelles idées, vous ouvrir les chakras, j'allais dire, vous donner de nouvelles idées sur l'usage des solutions Akuya. Puis ensuite, après, enfin et pour finir, on a toujours besoin d'un peu d'évasion et d'un peu de vision. On a une journaliste tech très connue, notamment du côté anglo-saxon, qui s'appelle Georgie Barat, et qui va pouvoir témoigner, partager un peu sa vision sur les 5 ou 10 ou 20 prochaines années, sur comment est-ce que le consommateur va évoluer dans son comportement, peut-être pour vous donner quelques éléments de vision. Et puis ensuite, on conclura. Alors globalement, on va faire très vite, très efficace. Aujourd'hui, vous êtes toutes et tous vraiment bien alignés sur votre stratégie et votre vision. Le sujet numéro 1 qui ressort, c'est l'unification et l'accélération de l'expérience client, customer experience. On est plus en avance en France, mais on l'a toujours été sur ces sujets-là. On est plus en avance en France que dans le reste du monde, puisque cette étude et les chiffres que je partage avec vous ont été faits avec une étude auprès de nos clients. Néanmoins, on observe quand même qu'il y a encore 50% de nos clients qui n'ont pour l'instant pas engagé sur ces sujets ou très peu. Et les principaux défis qui sont associés à ces grands programmes de transformation digitale, mais pas uniquement, on parle de digital, c'est entre le physique et le digital, mais autour de l'expérience client, ce sont les silos, les fameux silos. Moi, ça commence à faire quasiment 30 ans que je fais ce métier, ça fait quasiment 30 ans que c'est un sujet, ça s'accélère encore plus. Il y a des données partout. Les données clients, elles sont bien souvent dans tous les systèmes, sauf les systèmes de relations clients, en tout cas historiques, les systèmes de CRM. Elles sont souvent dans les outils de production. Il y a une multitude d'outils et de fournisseurs sur le marché, donc on est tous un peu perdus en se disant qu'est-ce que je dois vraiment faire? Je ne suis pas sûr. Et puis évidemment, ensuite, après, ça s'accélère. On est tous dans des organisations matricielles. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mieux opérer ensemble et finalement se centrer autour du client, qu'il soit prospect ou qu'il soit client? Ça reste toujours le sujet. Alors du coup, quelques mots sur Akuya. Vous nous connaissez toutes et tous, je ne vais pas passer longtemps. Sachez peut-être juste qu'on est évidemment une société complètement internationale. Et puis ce qui est intéressant, peut-être pour celles et ceux qui ne le savent pas, on a été racheté en tout cas on a une prise de position dominante, on va dire financière, par une plateforme qui s'appelle Vista, qui est une société d'investissement qui ne rachète et qui prend des positions que dans des éditeurs de logiciels. Et donc si on positionnait Vista par rapport aux autres éditeurs de logiciels, ce serait entre SAP et Salesforce, donc entre la 4e et la 5e position. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Vista, un peu comme un modèle de franchise, j'allais dire, impose ou propose quelques sujets sur lesquels ils pensent qu'ils peuvent aider le business à se développer. Pour autant, ils ne sont pas du tout intrusifs. Et donc, du coup, ça, en général, nos clients aiment beaucoup. Et nous, en tout cas, on l'aime beaucoup parce qu'on est complètement autonome sur 95% du business. Et en même temps, ça nous donne la capacité, notamment financière, de pouvoir faire des acquisitions, compléter le portefeuille, étendre la solution, investir ou recruter des gens dans un certain nombre de pays, notamment l'Europe du Sud, qui est toujours la région la plus forte en termes de croissance dans le monde chez Akuya. Et ça, c'est vraiment confortable. Donc, on reste petit, on est toujours un peu corvéable. Nos grands clients aiment bien cette taille de client. On n'est pas la toute petite start-up du coin. Et néanmoins, on n'est pas le gros mastodonte qui va répondre à non à toutes les demandes. On essaie d'être un peu plus souple que ça. Et donc, voilà pour les quelques éléments d'Akuya. Alors globalement aujourd'hui en termes de plateforme, je ne vais pas rentrer en détail déjà parce que je ne sais pas le faire et puis surtout je ne veux surtout pas vous embêter à ce stade-là avec des détails techniques, mais globalement il y a deux grands sujets qu'on couvre avec Akuya. Il y a comment est-ce qu'on gère le contenu, comment est-ce qu'on gère la donnée et puis comment est-ce qu'on arrive à orchestrer tout ça. Et vous savez sans doute qu'on a deux clouds, deux offres principales. On a le Drupal Cloud, comment est-ce qu'on industrialise le digital autour du noyau Drupal et comment est-ce qu'on le complète avec une offre Akuya. Et puis le deuxième sujet, c'est le marketing cloud. Clairement, c'est ce sujet-là qui est en pleine accélération, et je vais passer un peu de temps à vous en parler, avec encore une fois une approche très, je l'espère en tout cas, valeur ajoutée pour vous. Et donc,
Déjà, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que tous nos clients nous disent et qu'est-ce que tous nos partenaires nous remontent? On veut tous casser, encore une fois, ces bonnes vieilles barrières de silo et on veut vraiment suivre le parcours client. De la phase de découverte, je vais sur un réseau social, je parle éventuellement au travers d'une interface type Alexa ou d'autres pour pouvoir poser des questions autour d'un produit, d'une offre, d'un service. Et puis ensuite, après, je matérialise mon acte d'achat. Et puis ensuite, après, j'ai de la rétention, je rentre dans une logique de fidélisation et on voudrait vraiment toutes et tous que ça ce soit sans couture. Alors pour ça, nous, on a principalement une offre, on a plusieurs composants technologiques qui sont interopérables et qu'on peut surtout brancher, débrancher et réutiliser l'existant, hein. On n'a pas du tout une approche monolithique en mode de Frankenstein, on pourrait dire, un peu une espèce de gros logiciel rapiécé qui doit absolument être complètement livré à 100% pour pouvoir fonctionner. Nous, on n'est pas du tout comme ça, on est sur une approche modulaire et très ouverte, ça vient de notre héritage open source. Mais il y a ces différents composants dans cette offre de Customer Data Platform qui est un peu le nouvel Esperanto et qui est aussi un aveu d'échec des sociétés, notamment de CRM, hein, très clairement, qui ont toujours promis qu'on allait avoir la vue unifiée du client, des processus sans couture, et en fait tout ça n'est toujours pas délivré. Et quand on délivre, c'est au prix d'énormes projets pharaoniques de refonte complète de systèmes qui peuvent fonctionner, mais qui dans tous les cas de figure ont un impact énorme, notamment quand il s'agit de très très grosses organisations et de sociétés du CAC 40, où il y a en général plusieurs centaines ou plusieurs même parfois milliers de systèmes qu'il faut détricoter, retricoter, c'est très complexe. Et donc du coup notre offre CDP, elle se positionne sur ce sujet-là, manipuler la donnée client. Alors bien souvent ça commence par, en tout cas nos clients quand ils nous contactent, ils nous disent moi j'ai un sujet de vue unifiée du client, très bien. J'ai un sujet de vue unifiée de la donnée client, ça c'est évidemment, ça part par là. Mais par-dessus, nous, on a appliqué une couche de machine learning et d'analytics en temps réel, et puis ensuite une couche d'activation et d'orchestration de la donnée. Tout ça en temps réel et même en prédictif et en analytique pour obtenir et proposer la meilleure offre ou la meilleure action. Alors, en termes de points de comparaison, parce que justement, comme tout le monde fait tout, personne ne fait rien, je voulais juste vous donner cette vision. On est vraiment, nous, notre technologie, et c'est souvent pour ça que nos clients nous choisissent, on est la seule à proposer à couvrir tous ces sujets dont je viens de vous parler, la résolution de l'identité et la vue du client unifiée, l'aspect analytique, c'est le machine learning ou l'intelligence artificielle, et puis l'activation et l'orchestration des données, évidemment avec une ouverture très forte et des API très fortes pour pouvoir parler à l'ensemble de vos systèmes existants. Alors quelques exemples, Lululemon par exemple, vous les connaissez peut-être, hein, fournisseur de matériel, notamment de yoga, on en a eu besoin pendant la pandémie. Et d'ailleurs, ils ont fait de la croissance pendant la pandémie, peut-être parce qu'on était un peu plus chez nous, certes, mais aussi et surtout parce que leur sujet, c'était justement d'unifier leur parcours client entre les boutiques et puis l'Internet. Et au départ, ils partaient d'un parcours client qui n'était pas du tout unifié, hein. Je vous l'affiche là pour information. On voit comme toujours le CRM qui marche dans son coin, assez souvent quand il y a du transactionnel avec le moteur d'e-commerce, qui va donner un peu d'informations à des outils de BI qui ne sont pas du tout temps réel et qui ne sont pas du tout connectés. Et évidemment, les systèmes clés qui sont les systèmes globalement de gestion des stocks, qui sont bien souvent là où il y a en fait les vraies données clients. Le call center tout seul, complètement isolé, qui parle à personne. Les campagnes digitales toutes seules, qui parlent à personne. Et puis un peu de personnalisation sur le site web, mais pareil, basé sur des données qui ne sont pas fraîches et qui ne sont pas mises à jour. Et donc, du coup, en mettant à jour tout ça et en utilisant vraiment notre brique CDP pour orchestrer tout ça, sans obliger de désinstaller, de réinstaller, mais vraiment en harmonisant les données, Lululemon a pu mettre en place ce parcours omnicanal. Ils en ont été très contents. Ils ont fait de la croissance, 15% sur la bottom line, sur la baseline, pendant le Covid. Encore une fois, certes, le marché était peut-être un peu propice. Néanmoins, ils ont quand même vraiment, vraiment accéléré avec ce projet. Alors, le dernier cas, Nestlé Canada. Alors, Nestlé Canada, eux, pour faire très simple, ils avaient un vrai sujet, qui est potentiellement le sujet que vous avez toutes et tous. Vous en êtes peut-être déjà conscient, peut-être pas encore. Le vrai sujet, c'est le passage de l'usage de la donnée third party, comme on dit, à la donnée first party. Globalement, les données externes captées par des cookies dans votre navigateur Internet ou sur vos téléphones, ça maintenant, ça disparaît. Google l'arrête, tous les autres vont l'arrêter. Et maintenant, il va falloir que vous vous appuyiez beaucoup plus sur vos données, telles que toutes celles qu'on vient de décrire, les données qui sont dans votre écosystème et dans votre système d'information. Et l'enjeu numéro un de Nestlé, c'était ça. Et le nom de leur projet, c'est First Party Data Project. Voilà, ça, c'est clair.
Alors après, on retrouve tous les sujets qu'on a discutés tout à l'heure. Eux, ils ont une vraie particularité, comme beaucoup, hein, c'est que Nestlé Canada, ça fonctionne vraiment comme un business, comme un mini Nestlé Group, et donc ils doivent gérer toutes les marques, qui sont évidemment chacun et chacune déconnectés les uns des autres, avec leur propre système d'approvisionnement, de fournition, de distribution. C'est souvent du B2B2C, donc ils passent par des distributeurs. Euh, et donc, leur sujet aussi, c'était vraiment de trouver un outil qui soit multi-tenant, c'est-à-dire que globalement, qui leur permette avec un système de pouvoir gérer, non pas une marque ou un pays, enfin une marque en l'occurrence, mais jusqu'à plus de 100 marques différentes. Et quand ils ont fait leur due diligence, ils nous ont comparé avec des outils type Salesforce, Treasure Data, Adobe, d'autres. Ils se sont rendus compte que notre élément de différenciation, c'était qu'on était multi-tenant, bref, multi. Ça tombe bien, c'est déjà notre gros différenciateur sur l'aspect Drupal Cloud. On est multi. Et donc, on retrouve ce même différenciateur ici. Voilà quelques éléments sur Nestlé. On n'a pas encore les résultats puisque le projet est en cours d'implémentation. C'est vraiment tout neuf, mais je voulais partager ça avec vous. Alors, nos sponsors. On en parlait tout à l'heure, hein, on a vraiment cette vague de travail en commun avec nos partenaires. On est vraiment maintenant sur une tendance très forte avec 3 d'entre eux, notamment avec SQLi. SQLi, on gagne des projets ensemble, on développe du business ensemble. Ils sponsorisent cet événement et on les remercie. On a également Inetum. Alors Inetum, vous avez peut-être vu leur politique, ils ont également une politique de croissance, notamment en Europe du Sud, en Espagne, en Italie, qui nous intéresse, ça tombe bien, c'est la même région, très forte. Et notamment, voilà, Inetum nous a accompagnés sur un certain nombre de nouveaux clients, notamment Airbus, on en parlait tout à l'heure. Ils sont aussi dans une cadence très positive avec Acquia. Encore merci pour ça. Et puis Capgemini, enfin. Capgemini qui a une approche très globalisée du business, hein. Donc on travaille avec eux à la fois localement et puis globalement. Et donc on a évidemment, nous, tous ces programmes qui sont en place, hein, pour supporter l'effort de développement de nos partenaires. À la fois, on a des partenaires très spécifiques sur nos marchés et puis évidemment des partenaires plus globaux. Encore merci à vous trois. Et vous allez voir, on va passer du temps ensemble. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Anthony qui va, je l'espère, vous donner du contenu intéressant sur le retour sur investissement de vos projets. Hi, I'm Anthony. This is Humanizing CX with the CDP. My name is Anthony Clicchio. I'm a senior digital strategist for Acquia. I've been in customer experience technologies for over 20 years now. I'm in pre-sales. So I help customers understand how to drive value iteratively over time, as well as help craft custom business cases. The modern customer, it really starts with the modern customer. Customers are more digitally empowered than ever. We as consumers have very high expectations. We're so used to Uber and Amazon and Netflix that when we engage with any brand, we have extremely high expectations. We as consumers interact with our brand customers, and we tell them what's going wrong. We tell them what we need. We tell them what we want. We tell them what should happen, but it's very frustrating. A lot of times brands don't hear us or don't seem to empathize with us or don't seem to even really deliver. And it's very frustrating because we have brands that we know and we love, and then we have these other brands. And these other brands usually have silos. When we as consumers reach out to customers in customer care with an email, why doesn't that resonate in the marketing, or vice versa? Why do I get advertisements on social when I've already bought a thing? It's very frustrating as a consumer. And it's also very frustrating as a brand, especially operating with silos, data silos, content silos. It's become more and more complicated. And a lot of times I hear from my brand customers, Anthony, the rules continue to change. Even before COVID, the rules were changing, but during COVID and after COVID, the challenges are mounting much faster. We have government challenges. We have challenges from third-party providers not providing cookies anymore. The way of doing business has rapidly just dissolved, and we're left to keep up. I hear lots of frustration, a lot of, what do we do now? I really empathize with my brand customers. There's a feeling of being left behind, whether it's the competition who seems to be moving faster than we are,
or customer expectations that are getting away. Um, what we've put off for digital transformation seems to be slipping away. I hear IT is not moving fast enough. There's so many IT bottlenecks. Anthony, we have data, but we can't activate it successfully on the right channels. Or we have agencies that develop persona over years when our when our competition seem to be doing it within weeks or even days. What's happening? We don't even know where the risks are anymore. We are not even sure which new competition will emerge. And one of my pieces of advice, which seems to be resonating, is don't just be afraid of your competition or new disruption. Be afraid of your customers. One angry customer seems to tell a lot more people than one happy customer. So what do we do in the 2020s? How can we really take digital transformation seriously, finally, for the good of our customers? One of the things I recommend, the theme is, what was old, let's make it new again. I spent so much time in my life in France and in Poland. One of my favorite experiences over the course of months or even years is being known within a small shop. After a while, it's, hi, Anthony. Oh, we already know why you're here. Oh, what's changed? Oh, can we help you with, here's some extra cookies or cakes or flowers. And then the shopkeepers look out for other Anthonys. Instead of just treating everyone the same, it's, oh, this customer reminds me of Anthony. Maybe they have the same preferences as Anthony. At least it's some place to start. Of course, the challenge is it's not just one shop anymore. We have all of these channels. We have all of these different types of customers. When I think about what was going on in successful European shops, like in this picture, the saleswoman, her brain is like a customer data platform. She starts to identify different customers and starts to identify patterns in those customers and starts to develop next best actions, predictive next best actions that she can activate with current customers and new customers. In many ways, the shopkeeper was acting like a customer data platform. But there's so many channels. It's not just one shop door, one shop window. There's so many devices and an Alexa and a mobile device and your mobile app and a digital display and print media. Where to begin? It feels very overwhelming for all of my customers. And what I usually recommend is, let's think about your brand goals. Let's start with quantifying success. My most successful customers start off small. They say, what are we trying to accomplish? How do we measure success? What are our customers' goals? How would they measure success? Maybe they want to do something faster. Maybe they want to save money. And they start to guess at the customer journeys. I hate to break it to you, but they don't come directly to your website or to your mobile app. They hear from a neighbor or a family member, or they do a Google search first. And it's a progressive journey over time that leads them to you. So where to begin? If you're confused, the quickest way to a return on an investment with a customer data platform is usually actually at retention, not at acquisition. I ask my customers, what would it mean for your brand if you could cross up next sell 5 to 10% more? What would it mean for your brand if you can really fuel your loyalty programs or replenishment programs or prevent churn? Usually that's where all the value is initially. A lot of times I hear customers saying, we tried to launch a loyalty program and it's not resonating with our customer base. And I ask, are you doing it brand first with content or data first or customer first with data? Usually the answer is they're broadcasting more content unintelligently instead of understanding their customers first and driving loyalty results. If you already have a fantastic loyalty program, if your churn rates are very low, if you're already cross-sell, upsell, next sell, if those rates are already very high, then I highly recommend focusing on advocacy next. Are you fueling a referral program? Have you tried proactive care or maybe a VIP appreciation program? The cost of optimizing your current customer base is always a lot less than going out for net new acquisition. So with a customer data platform, usually the higher return on investment next is about referral programs.
engendering the right attribution modeling to understand who's referring who to your brand. Proactive care. Before customers even know that they have a problem, send them a communication on the channel of their preference, whether that's an Alexa skill or an email or a text message or a private message in social. Send out a VIP appreciation. VIP isn't necessarily about your wealthiest customers. It's about your highest customers with the highest customer lifetime value. I'm really surprised in the 2020s how many times my brand customers have no idea what their customer lifetime values are, or what even to do with that information if they do have it. It's really fundamental to understand not only who your customers are, what affinities that they have, but also how much they actually spend with your brand or across brands in a multi-brand portfolio. Start there. And then work your way outwards. How about a subscription program with curated offerings for your customers? Once you understand who your highest customer lifetime value customers are, start to maximize your customers as an asset portfolio. Start to introduce surgical pricing. Why are you discounting your offering if they're going to buy it anyway? Our predictive analytics tell you whether they're going to buy it or not. Only discount those for those who aren't going to buy it. Or offer VIP discounting. If they've been such a fantastic customer over a long time and they're referring so many customers, think of them as a cost of acquisition. Give them a discount for being such a great customer and referring other customers. Then work your way outwards. What would it mean for your business if you can take your abandoned carts and reduce them by even 2 or 3%? I have so many types of customers, even beyond retail. Maybe you're a publishing customer who's trying to increase their subscription rates. When you have, I see brands with hundreds of thousands of prospective subscribers come to their site but then abandon. Just nurturing that moment, getting 2 or 3% more of those prospective subscribers back to your CX to subscribe has an enormous potential on your top of line revenue. You can expand that further with remarketing. When you're successful with abandoned browse, with abandoned cart, figuring out who those types of customers are, and then going off domain and backing that with paid media spend and remarketing, not only optimizes your subscription rates in a publishing case or your conversion rates in a retail case, but it also helps with the last step. That's when it's time to start thinking about acquisition. So many times I have brand customers come to me and say, we want to improve acquisition. Well, if you're getting lots of new eyeballs onto your customer experience that everybody hates, nobody wants to buy, or they do buy and then they churn, what's really the point of that long-term based on customer lifetime values? You have to spend more and more to get less and less with your off-domain paid media spend. We could really use customer data platform for intelligent reactivation. It's a lot cheaper to reactivate customers who are no longer spending with you than it is to find net new ones. Focus there first. Focus on content marketing performance during awareness and interest. Bring some of the richness out of customer care and move it up cycle. I know as a consumer, I love when a brand is helping me before I'm even a customer. Maybe it's some form of a calculator or a quiz or some thoughtful white paper in the B2B space especially. Bring that richness from care upstream. That's a great way to acquire more customers. And with Acquia Customer Data Platform, we can have predictive lookalike acquisition. Instead of just spending hundreds of thousands of euros or millions of pounds on broadcasting to pull more customers in, be more targeted. Find your happiest customers, your highest customer lifetime value customers. Understand who they are, understand what channels that they're on, what affinities they have, and target your paid media spend or boost your earned media based on those lookalikes. It's a straightforward path to long-term top-of-line revenue improvements and at better margins and happier customers. So when I think about it, what can data really do?
what can data really do? Not only is it improving upsell rates or optimizing your loyalty program or your paid media spend, but more importantly, what it can really do is delight. We can delight our customers by just getting to know them over time, by segmenting them effectively, even if it's a segment of just one person. That's how we can not only help our customers, delight our management, delight our investors, drive real brand value. Acquia has CDP customers who take those reporting, those rich data insights, and provide them to the public investors to show not only quantifiable measures of revenue success, but also customer satisfaction, NPS, and earned advocacy. Have your customers be your greatest top-of-funnel resource. My name is Anthony Clitchio. I'm in pre-sales. Feel free to reach out to me directly. I do workshops. I can help craft business cases. There's lots of us in pre-sales who can help. Merci, danke, thanks, and I hope this helps. Anthony, merci beaucoup. Thank you so much for that. Nous espérons que ce témoignage vous aura été utile et je vous confirme que nous sommes à votre disposition pour vous mettre en relation avec Anthony et les équipes, en avant-vente évidemment, pour vous aider à construire vos business cases et à construire vos projets, à les étayer avec des cas très précis. Nous allons maintenant passer la parole à Benoît et Nicolas, Benoît Watrigan et Nicolas Calmont, qui vont nous expliquer tous les deux comment Legrand a décidé de mettre en place un grand programme de rationalisation et d'industrialisation de leur propriété digitale avec leur projet de Web Factory international. Messieurs, c'est à vous. Bonjour à tous, Benoît Watrigan, je suis Digital Officer chez Legrand, sur une des zones sur laquelle opère Legrand, qui couvre l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine. Et je suis accompagné de Nicolas Calmont, qui travaille pour SQLI, notre partenaire. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un projet que nous menons en commun de déploiement d'une Web Factory à l'échelle internationale pour Legrand. Donc nous allons parler de notre projet que nous appelons Web Factory, qui a démarré il y a maintenant plusieurs mois et qui arrive aujourd'hui à son terme. Nous sommes en pleine période de déploiement dans une vingtaine de pays, mais nous allons y venir plus en détail. Avant tout, j'aimerais parler de Legrand rapidement. Donc Legrand, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. C'est surtout connu pour les interrupteurs, les prises, évidemment, vous en avez pour beaucoup d'entre vous chez vous. En fait, une prise sur 5 dans le monde est une prise fabriquée par Legrand ou par le groupe Legrand. Mais c'est un groupe qui produit également de nombreuses autres solutions, notamment des solutions pour les data centers, des solutions pour l'efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires, etc. etc. Legrand, en 2020, c'est un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards d'euros. Dont une proportion très significative dans le domaine, avec des objets, des produits connectés, à hauteur de 13% du chiffre d'affaires, ce qui représente quand même plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des produits connectés. Alors vous l'imaginez, quand on est à ce niveau de digitalisation de l'offre produit, évidemment le digital est un enjeu majeur. C'est vrai pour les produits, c'est vrai aussi pour le smart manufacturing, c'est vrai pour la transformation interne de nos opérations, et c'est vrai bien sûr en ce qui concerne l'expérience client. Et nous avions vraiment le sentiment de devoir nous renouveler dans ce domaine, et c'est tout l'enjeu du projet dont je vais parler aujourd'hui. Voilà. Alors, par ailleurs, ce projet, il a été initié dans la zone dont je m'occupe. Qui représente, qui est une des zones sur lesquelles opère le groupe. On a des activités évidemment dans le monde entier, dans plus de 70 pays, on a des filiales. Legrand, c'est plus de 36 000 collaborateurs. Et cette zone, évidemment, est une zone de croissance pour le groupe, dans laquelle on a de gros enjeux de croissance. Mais le
projet à terme concernera également d'autres pays, notamment en Europe. Donc en quelques mots, le projet Web Factory. Ce projet, c'est une plateforme d'expérience client qui est sécurisée et que on souhaite déployer dans l'ensemble des filiales de la zone, quelle que soit leur taille. Dans la zone géographique dont je m'occupe, on a à la fois des très petites filiales, c'est le cas de beaucoup de nos filiales en Afrique, de certaines filiales d'Asie du Sud-Est, et puis des filiales qui sont, elles, beaucoup plus importantes, qui parfois commercialisent de nombreuses marques. C'est le cas, par exemple, de la Chine ou de l'Inde. L'Inde, aujourd'hui, dans le groupe Legrand, c'est la filiale qui a le plus gros effectif. Donc, on a vraiment des très grosses différences de taille, et on souhaitait pouvoir apporter une réponse à l'ensemble de ces filiales, et donc y compris aux plus petites d'entre elles, qui ont souvent des moyens limités, des ressources limitées, pour déployer les sites web et qui ont besoin d'un support important de la part du groupe, tant au niveau technique qu'au niveau des contenus, et qui avaient beaucoup de peine en fait de manière indépendante à suivre les guidelines qui leur étaient donnés par le groupe, tant en termes de sécurité que d'expérience client, qu'on souhaitait évidemment améliorer et puis également unifier parce qu'on avait des différences qui pouvaient subsister entre l'expérience client vécue sur les sites de différents pays. Et puis également, on voulait faire en sorte que dans l'ensemble de ces pays, les sites soient contribuent véritablement au business. Et tout ça, on voulait le faire en améliorant notre efficacité opérationnelle, en étant beaucoup plus efficace dans le déploiement de ces sites. Alors vous avez sur le côté, vous avez vu défiler en fait un aperçu, on va dire, de ce que donne ce site sur mobile. Évidemment, le site sera déployé sur l'ensemble des devices, et même si le mobile, en particulier dans cette zone, a fait l'objet d'une attention particulière. Voilà. Outre ce projet donc technique, la mise à disposition de cette plateforme, le projet c'est aussi un projet de conduite du changement. C'est un volet très important du projet. Il a pour conséquence en fait une nouvelle organisation, une nouvelle gouvernance des sites, une nouvelle gouvernance des contenus. Et ça c'est évidemment un enjeu très fort pour nous sur le projet. Alors, le périmètre du projet, dans un premier temps, il est relativement simple. Il s'agit principalement de sites de contenu, même si à terme, évidemment, il est prévu d'enrichir cette expérience vécue par les clients et de proposer des services nouveaux. Mais dans un premier temps, on est sur quelque chose d'assez simple, mais qui néanmoins va plus loin que ce que propose aujourd'hui la plupart des filiales. Alors on a d'abord le déploiement d'une nouvelle charte graphique qui va être homogène pour l'ensemble des pays. On a un focus tout particulier qui a été fait, comme je l'ai dit, sur un design mobile first pour répondre aux besoins de cette zone où les usages mobiles sont très importants, encore plus importants qu'ils ne le sont en Europe ou en Amérique du Nord. Une attention très forte portée à la performance et à la sécurité des sites, à la sécurisation des sites. Les sites sont évidemment multilingues et on offre à travers le Content Hub Acquia la possibilité de partager des contenus sur le Content Hub via un site qu'on appelle Repository. Ensuite, on a des fonctions classiques sur les sites web, de l'acquisition de leads, des newsletters, de la géolocalisation, des FAQ, et un espace important laissé à la formation qui est un enjeu très fort pour nous dans la zone. On a également une intégration très forte des réseaux sociaux et un moteur de recherche qu'on a voulu plus performant que ce qu'on avait jusqu'à présent. Enfin, on a une approche homogène de nos tableaux de bord d'analytics et un travail de fond qui a été fait sur le SEO technique et sur l'accessibilité. Voilà. Ensuite, le périmètre géographique, comme j'ai dit, il est assez large. On a une vingtaine de pays qui seront déployés dès cette année, donc à la fois en Afrique et en Outre-mer, au Proche-Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Sud. On déploie dans un premier temps dans 3 langues principales, en anglais, en français
et en espagnol, mais très vite aussi en vietnamien, en birman, en indonésien, en arabe évidemment, enfin dans beaucoup de langues. Pour ce projet, on s'est appuyé, on a rapidement sélectionné en fait deux partenaires. Acquia qui fournit la plateforme et SQLi en tant que partenaire intégrateur. Alors pourquoi Acquia? D'abord parce que on utilisait déjà Drupal, c'est la solution, c'est le CMS retenu par le groupe depuis déjà de nombreuses années, qui nous donne toute satisfaction et qui est une solution open source qu'on a voulu pérenniser. Ensuite, on avait vraiment des grosses attentes en termes de sécurité et, je l'ai dit, c'est un enjeu très fort pour nous, de gouvernance, et c'est vrai que sur ces deux volets, Acquia a apporté vraiment des garanties qui nous intéressaient. Enfin, on a des enjeux également d'évolutivité, de scalabilité, puisque certes on démarre avec une vingtaine de pays, c'est déjà pas mal, mais on a la volonté d'aller plus loin et de déployer ensuite dans d'autres pays de la zone. On a une 60aine de pays en fait dans la zone dans lequel on va déployer, et puis également en dehors de la zone, en Europe par exemple, où d'autres pays vont déployer la Web Factory. Et puis enfin, pourquoi SQLi? Pour son expertise Drupal et Acquia, donc ses références déjà acquises dans ce domaine. Et puis aussi, ce qui a fait la différence en fait concrètement au moment de l'appel d'offres, c'était un accompagnement qu'ils nous ont proposé, qui était vraiment un accompagnement global, qui intégrait bien sûr le développement, la conception UX, UI du site, mais aussi la conduite du changement, un accompagnement dans la conduite du changement, dans le SEO, dans l'analytics. Voilà, ça nous permettait de travailler avec un partenaire unique sur l'ensemble de ces volets, et donc pour nous c'était plus simple. Voilà, maintenant je vais laisser la main à Nicolas pour parler du projet avec son point de vue d'intégrateur. Merci Benoît pour cette présentation et bonjour à tous. Donc pour me présenter, je suis Nicolas Kelman, je suis le directeur de l'agence SQLi à Bordeaux et j'ai la chance de piloter et de suivre le projet Web Factory. Je vais revenir de manière assez simple sur la manière dont on a abordé le projet Web Factory côté SQLi et vous présenter les principales étapes dans la mise en place d'une usine à site. Juste avant, et comme l'expliquait Benoît, revenir un peu sur la genèse, effectivement, on voit bien que nous sommes sur un marché aujourd'hui qui est de plus en plus digitalisé. Le groupe Legrand, qui est un groupe global et qui a besoin aujourd'hui de s'outiller avec les meilleures solutions du marché, d'une part pour renforcer et accélérer sa stratégie de digitalisation, et aussi sur l'activité en France et à l'international. Donc, comme l'a expliqué Benoît, aujourd'hui, il y a une galaxie en fait de sites qui étaient présents aujourd'hui sur le groupe Legrand, qui pouvaient être effectivement difficilement maintenables, avec des technologies différentes, des hébergements qui pouvaient être différents, des structures de sites qui pouvaient être différentes, avec, comme Benoît l'a très bien expliqué, des pays beaucoup plus gros, d'autres beaucoup plus petits, avec des besoins de contenu différents, et donc beaucoup plus difficile aujourd'hui à pouvoir pousser des contenus qui soient pour le coup unifiés. Autre point qui était important, c'est ce besoin de rationalisation et de sécurisation aujourd'hui des infrastructures IT qu'on pourra retrouver autour de la Web Factory. Et puis cette approche extrêmement importante, notamment quand on est en groupe global, c'est cette approche multi, à la fois multi-pays, multilingue, multi-contenu. Et donc ça, l'approche Web Factory était en mesure de pouvoir répondre à ces besoins. Donc aujourd'hui, l'ambition pour le groupe Legrand, c'était vraiment de se doter de cette plateforme digitale qui soit unifiée pour l'ensemble de ses filiales, quel que soit leur niveau de maturité. Et ceci afin d'avoir une communication et une gestion opérationnelle digitale unifiée dans le groupe. Pour poursuivre, je vais vous parler des objectifs. Un objectif fort qui était aujourd'hui de délivrer un dispositif digital de qualité pour un maximum de filiales. Donc, comme l'a expliqué Benoît, on est parti dans un premier temps sur 20 pays. L'objectif n'était pas de déployer from scratch l'ensemble des 140 pays, des zones sur lesquelles est présent le groupe Legrand, mais bien se concentrer d'abord dans un premier temps sur un MVP et puis ensuite de progressivement lancer des pays avec un objectif fixé en 2021 sur une vingtaine de pays. Donc l'objectif aussi de cette usine à site, de cette factory, en fait, c'était vraiment d'optimiser la durée de lancement avec une promesse, c'est de pouvoir lancer un nouveau site en moins de 3 mois. Alors effectivement, en fonction des niveaux de complexité des sites, ce temps peut être réduit.
C'était également pour le grand d'avoir une maîtrise sur la communication groupe, et donc d'avoir une notoriété de la marque au sein de Le Grand Monde. Et puis un autre point qui est important, c'était la mutualisation des investissements, que ça soit à la fois fonctionnel et technique, qui était possible au travers de cette plateforme. Et l'idée derrière était bien évidemment d'en optimiser l'usage web pour l'ensemble des filiales. Et puis si on prend un objectif ultime, c'était de vraiment comment retenir mes clients en leur proposant une information claire et ciblée et un parcours client qui soit le plus simple possible. L'idée étant bien évidemment de conserver ses clients et puis de transformer, convertir des prospects en clients. Avant de parler de la partie chronologie du projet, il y a un point qui est important puisque quand nous avons lancé le projet, nous étions à la sortie du premier confinement. Alors c'est vrai que nous avons tous subi une année 2020 et 2021 un peu particulière. Et donc un des challenges au-delà à relever, au-delà de la mise en place de la partie Web Factory, c'était de se dire que nous allions travailler ce projet en full remote. Voilà, donc ça c'était aussi un enjeu qui était relativement fort. Parce que vous le savez tous autour du micro, quand nous lançons un projet, il est vraiment important que nous puissions interagir. Et donc là, c'était aussi un nouveau challenge pour nous de pouvoir travailler à la fois dans un modèle distribué avec les équipes de Benoît à Limoges, mais également avec l'ensemble des équipes SQLI réparties sur les sites de Lyon, de Bordeaux et du Maroc. Donc un challenge assez important pour nous, voilà, de pouvoir lancer l'ensemble du projet de manière complètement distanciée. Voilà. Donc là, je vais maintenant passer à la partie chronologie du projet. Alors sur la chronologie, nous avons débuté le projet sur le troisième trimestre 2020 avec un kick-off projet dans lequel nous avons travaillé en étroite collaboration avec les équipes Legrand, évidemment, pour définir la partie conception. Et ensuite, nous sommes partis non pas dans un projet en méthode agile, mais plutôt dans un projet en méthode itérative. Voilà, où nous avons itéré, nous avons mis un certain nombre de sprints en place, et au fur et à mesure, nous construisions ce MVP avec les équipes. On présentait des rétrospectives, des démonstrations, et ce qui permettait justement d'ajuster les besoins, d'en enlever, et de proposer quelque chose qui corresponde le plus précisément aux attentes du groupe Legrand. Donc fin du Q2 2021, donc nous avons livré l'usine digitale. Voilà, donc c'est vraiment tout début avril, fin mars, début avril. Et maintenant, nous sommes vraiment dans une phase de lancement. Dans un premier temps, plutôt concentré sur la zone APM-ASA, donc Benoît est responsable, avec le déploiement de 3 sites pilotes qui sont les Émirats Arabes Unis, l'Algérie et le Vietnam. Et puis sur on va dire la dernière phase, en tout cas de l'année 2021, ça va de pouvoir élargir le lancement de ces différents sites sur les 17 pays restants que nous avions identifiés en début de projet sur des zones à déployer. Et puis l'intégration de premières filiales d'Ecflex, puisque comme l'a expliqué Benoît, l'usine à site permet aujourd'hui de pouvoir intégrer de manière assez simple une nouvelle zone, un nouveau pays, mais aussi une nouvelle filiale, voilà, tout en conservant on va dire la structure de site, permettre de pouvoir pousser du contenu de manière beaucoup plus simple avec notamment la solution de Acquia Content Hub, voilà, qui permet de pousser de manière beaucoup plus simple l'ensemble du contenu sur l'ensemble des filiales. Si je reviens maintenant un peu plus en détail sur les différentes missions sur lesquelles est intervenu SQLI, elles sont multiples. Évidemment, c'est un projet technique puisque, comme l'a rappelé Benoît, on part sur un CMS Drupal et dans lesquels nous on est venu rajouter aussi l'expertise sur la partie Acquia. Nous avons aussi à intervenir plusieurs experts. Il faut savoir que ce projet était aujourd'hui multidistribué puisque le pilotage aujourd'hui du projet Web Factory et la partie Change était faite depuis Bordeaux. La partie plutôt SEO Analytics était faite par nos équipes de Lyon et la partie développement a été faite par nos équipes basées au Maroc.
Donc voilà, donc on est intervenu sur la partie technique, également sur la partie UX et UI pour proposer une interface qui correspond aux attentes du groupe Legrand, en partant d'ailleurs de ce qui avait été proposé pour les US et que nous avons décliné, adapté pour la zone APM-ASA. Nous avons effectivement travaillé sur toute la partie SEO, la partie analytics, parce que dès que vous rentrez dans un changement et de site, d'usine à site, ce qui est important, c'est que vous retrouviez le ranking et le référencement que vous aviez au départ. Donc c'est un travail qui est vraiment important et sur lequel il faut absolument apporter une attention toute particulière. Et puis, un point qui est important, et on le rappelle souvent avec Benoît, c'est que ce projet n'est pas seulement un projet technique, c'est également un projet de change, puisque on part dans une organisation beaucoup plus distribuée, beaucoup plus globale, puisque aujourd'hui on déploie sur une vingtaine de pays, mais l'objectif c'est vraiment d'avoir un déploiement international, worldwide, avec beaucoup plus de pays derrière. Et donc la partie change management est un aspect qui est vraiment important, puisqu'on arrive sur des zones aussi avec des cultures différentes, des approches de projets différentes. Et donc c'est important aujourd'hui pour que le projet soit accueilli de la meilleure des façons par tout le monde. Il y a une attention toute particulière qui a été portée avec Benoît, avec la direction de la communication et les directions métiers sur la conduite du changement. Donc voilà, pour ça on est passé avec des ateliers de facilitation et de collaboration pour définir une stratégie de déploiement sur l'ensemble des filiales. Donc l'objectif c'était vraiment concevoir, transmettre et ensuite assister. Si maintenant je passe sur les bénéfices, premier bénéfice en tout cas qu'on va pouvoir observer sur la partie mise en place de la Web Factory. Donc comme je l'ai rappelé en début, la promesse c'est de pouvoir déployer une filiale dans un temps restreint. L'idée étant d'avoir construit un corps modèle et ensuite de pouvoir le décliner de manière très simple, sans forcément avoir effectivement des connaissances informatiques fortes. L'objectif c'est qu'ensuite les filiales soient complètement autonomes sur la mise en place de ces nouveaux sites, sur la génération de contenu, etc. Donc voilà, la promesse c'est de pouvoir déployer une filiale en moins de 3 mois. Donc comme l'a expliqué Benoît, il y a des filiales plus ou moins grandes, avec plus ou moins de contenu, et donc effectivement le temps va être réduit et le coût également va être réduit pour passer sur l'ouverture d'une nouvelle filiale. Et puis ensuite il y a l'optimisation du paysage digital pour l'ensemble du groupe. Donc l'idée était d'avoir une maîtrise et une uniformisation en fait de la communication, de la stratégie du groupe, pour avoir effectivement une information qui sera transverse pour l'ensemble des filiales et les utilisateurs web. Et puis enfin, cette mise en place de Web Factory a un objectif d'améliorer la notoriété de la marque avec notamment la mesure de NPS pour mesurer la satisfaction, donc le Net Promoter Score, pour s'assurer effectivement que on va transformer la partie prospect en client. Donc voilà aujourd'hui les principaux bénéfices qu'on peut voir sur la partie Factory. C'est un très beau projet sur lequel nous avons débuté avec Benoît sur la fin de l'année dernière et sur lesquels on souhaite les accompagner sur l'ensemble du déploiement worldwide de leur filiale. J'ai terminé cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et évidemment Benoît et moi-même restons à votre disposition si vous avez la moindre question. Merci. Rebonjour à tous, merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage. Et nous allons sans plus attendre écouter le projet et découvrir le projet d'intranet mené par Solvay. Et c'est Maya Vanard qui va nous présenter ce projet, qui va notamment nous expliquer les raisons du choix pour Drupal, Acquia et le cloud, entre performance et puis optimisation des coûts. Maya, c'est à vous, merci. Bonjour à tous et à toutes, donc je m'appelle Maya Vanard, je travaille pour Solvay en tant que Digital Product Manager. Donc mon rôle est plus spécifiquement de gérer un portfolio d'applications et de technologies utilisées à des fins de communication digitale et de marketing. Donc le but est de faire en sorte que ces technologies et ces solutions puissent répondre toujours plus et toujours mieux aux besoins de Solvay en termes de communication.
Aujourd'hui, je voulais partager l'expérience d'un projet spécifique, donc qui est un projet de migration de notre intranet, hein, donc l'intranet qu'on appelle en interne Solvay One. Donc vous voyez dans cette présentation déjà il y a deux mots-clés que sont on-premise et cloud, parce que le but de ce projet c'était vraiment de passer d'un modèle sur serveur, donc on-premise, à un modèle cloud. Pour commencer, donc je vais présenter Solvay en quelques mots. Ensuite, il sera intéressant de parler un peu plus de la Solvay Web Factory. Donc vous verrez que c'est un projet qu'on a mené déjà il y a quelques années, mais qui nous a beaucoup influencé dans les choix qu'on a pris pour ce projet d'intranet, de migration. Et ensuite, on parlera plus en détail du projet d'intranet, de migration d'intranet. Vous verrez qu'on est passé d'un risque opérationnel majeur à l'opportunité de migrer vers une solution cloud. Donc, quelques mots à propos de Solvay. Donc, Solvay est une entreprise de plus de 150 ans qui est résolument fondée sur la science. C'est-à-dire que notre corps de métier est de concevoir des solutions et des technologies qu'on utilise au cours de la vie quotidienne, donc que ce soit dans nos maisons, quand on voyage, en avion, en voiture, et même dans d'autres biens de consommation. Donc au niveau des chiffres, donc je ne vais pas rentrer en détail sur la partie financière, mais ce qui est intéressant dans notre contexte, c'est que Solvay compte plus de 23 000 collaborateurs répartis dans 64 pays et sur 110 sites industriels. Donc ici, l'intranet est vraiment l'outil de communication interne qui permet de s'adresser à ces 23 000 collaborateurs, peu importe où ils sont. Donc vous comprendrez par la suite en quoi cet élément majeur nous a accompagnés dans notre prise de décision sur ce projet. Alors au niveau de la Solvay Web Factory, donc ce qu'on appelle Solvay Web Factory, c'est en gros notre écosystème de sites internet. Aujourd'hui, on en a plus de 30 qui sont pour le moment divisés en trois, on va dire, grandes catégories. Donc la première, c'est le site internet corporate. Donc c'est-à-dire solvay.com, donc c'est le site, on va dire, internet groupe de Solvay. Et ensuite, on a deux autres catégories, donc que sont les sites internet dits pays. Donc ça, en fait, c'est vraiment des pays qui ont des pays dans lesquels Solvay est situé, qui ont des problématiques ou alors des besoins de communication très spécifiques ou alors assez larges et donc qui ont besoin d'un site internet à part entière. C'est la même chose pour la troisième catégorie qu'on appelle les sites internet produits ou marques. Donc c'est vraiment des marques ou des produits Solvay qui ont un besoin de communication fort et donc qui ont un site internet dédié. Pour cette Web Factory, on a à peu près 200 contributeurs. Donc c'est vraiment, quand on parle de contributeurs, c'est des profils variés. Donc ça va bien sûr de communicants, donc qui ont l'habitude d'utiliser, on va dire, des technologies pour communiquer, à des assistantes, des chefs de produits qui n'ont pas forcément un profil de communicant, mais qui gèrent un site internet ou qui contribuent sur les sites internet. En termes de technologie, donc on est partenaire d'Akia depuis 2018, donc c'est-à-dire que cette Web Factory est hébergée sur l'Akia Cloud Site Factory et on utilise Drupal. Donc aujourd'hui chez Solvay, Drupal est le seul CMS qui est utilisé pour tous les sites internet de Solvay. Alors, c'est aussi intéressant de savoir pourquoi à l'époque, en 2018, on a choisi de travailler avec Akia Drupal. Donc on avait 5 objectifs majeurs. Donc le premier, c'était d'implémenter ce qu'on appelle une usine à site internet, donc une Web Factory. Et là, la solution Akia Cloud Site Factory on l'a trouvée intéressante, étant donné qu'aujourd'hui, et c'était le but recherché, on peut créer très rapidement, très simplement, donc en quelques clics, j'ai envie de dire, un site internet en fonction des templates qu'on a prédéfinis. Donc c'était vraiment une ambition qu'on avait et qui nous a aussi fait choisir Akia à l'époque. Le deuxième objectif, c'était de proposer un CMS qui soit intuitif et évolutif. Donc avec Drupal, qui est un CMS open source, on a pu utiliser des modules qui ont été développés par la communauté de développeurs Drupal, ou en tout cas s'inspirer de ce qui a été fait pour proposer notamment à nos contributeurs des modules d'intégration de contenu qui soient beaucoup plus intéressants pour eux et de façon continue.
Un troisième objectif, et pour le coup non des moindres, c'est optimiser l'expérience client, donc optimiser le parcours de nos différents personas, notamment via la personnalisation. Donc ça, c'est un projet en parallèle sur lequel on va travailler. Et donc on a choisi aussi Akia parce que Akia propose des solutions qui se pluguent à l'environnement Cloud Factory pour travailler sur notamment de la personnalisation ou d'autres éléments qui permettent d'améliorer l'expérience client. Un des objectifs était aussi l'optimisation de la recherche produit. Donc parce que sur solvay.com, on a une fonctionnalité majeure qui est le Product Finder, donc qui permet aux clients et aux prospects de rechercher des produits, donc dans un catalogue produit, et puis après d'engager avec Solvay. Et donc là, il nous fallait un moteur de recherche qui soit suffisamment performant et suffisamment intelligent, on va dire, pour répondre à ce besoin d'avoir une expérience de recherche produit intéressante. Et donc du coup, via notre partenariat avec Akia, on bénéficie d'un moteur de recherche qui est intégré et qui bénéficie aussi d'un support des développeurs Akia. Et enfin, l'un des objectifs qu'on avait, c'était de bénéficier d'un support mondial, étant donné que, comme vous l'avez vu, Solvay donc, est un groupe mondial qui est basé dans plusieurs pays, mais qui aussi a une présence mondiale pour mieux servir ses clients. Donc du coup, on a un trafic qui vient de plusieurs pays différents et à n'importe, on va dire, quelle heure différente. Donc pour ça, pour nous, c'était intéressant de pouvoir bénéficier donc d'un support 24 heures sur 24 qui nous avait été offert qui nous est offert dans notre partenariat avec Akia. Donc ça, c'était vraiment des objectifs qui ont été définis pour la Web Factory, mais qui ont aussi compté pour la suite pour l'intranet. Parce qu'en effet, l'intranet de Solvay ne fait pas partie de cette Web Factory. On a une ambition, on va dire, différente pour l'intranet. Donc aujourd'hui, on a une plateforme d'information qui est descendante, c'est-à-dire qu'on a un intranet qui est majoritairement utilisé par Solvay pour communiquer auprès de ses différents employés. Demain, on veut aller vers une plateforme de collaboration globale, c'est-à-dire favoriser les échanges, la collaboration avec notamment via des outils intégrés, enfin d'autres outils intégrés à la plateforme, via des contenus qui ne viendraient pas forcément que de la communication Solvay, mais aussi peut-être d'autres entités. Et donc ça, c'est vraiment l'ambition initiale. Au niveau de la technologie, aujourd'hui, on utilisait, enfin en tout cas hier, on utilisait un CMS qu'on jugeait vieillissant, étant donné qu'il offrait des capacités d'intégration et d'évolution qui étaient très limitées. Donc à la fois au niveau de l'intégration de contenu, donc on avait des contributeurs qui se plaignaient un peu de ne pas avoir des modules intéressants pour la mise en forme de leur contenu. Et aussi, on avait une équipe de développeurs qui ne pouvait pas développer de nouveaux modules de façon, on va dire, de façon flexible et de façon confortable. Donc, par exemple, le développement d'un module assez simple pouvait prendre plusieurs sprints ou tout un sprint, alors que dans un contexte technologique différent, ce module serait mis en production de façon plus rapide. Et donc demain, bien sûr, l'idée, c'est de passer vers une solution qui permettrait aussi de résoudre ce problème de CMS peu flexible. Et en termes d'hébergement, donc aujourd'hui, on est sur de ce qu'on appelle de l'on-premise, donc du coup, un hébergement sur serveur, alors que l'ambition pour l'intranet de demain sera d'être, bien entendu, hébergé sur du cloud. Entre-temps, donc dans la roadmap qu'on avait pour l'intranet, on a dû faire face à un risque opérationnel qu'on juge assez majeur. Donc début 2020, l'éditeur du CMS qu'on utilisait nous a prévenu que la version qu'on utilise est obsolète. Donc, c'est-à-dire que fin 2020, cette version pourra continuer à exister, mais ne bénéficiera plus d'un support technique en cas d'incident majeur. Donc en cas d'incident mineur et majeur, mais le risque est surtout face aux incidents majeurs, c'est-à-dire que par exemple si l'intranet est indisponible, en tout cas chez Solvay, nous n'aurions plus de possibilité de mettre de nouveau sur pied l'intranet.
Donc comme je vous ai dit au début, aujourd'hui l'intranet est l'outil de communication interne qui permet de s'adresser à tous les employés. Donc c'est vrai que pour nous, ça a vraiment été un risque assez conséquent parce que si en cas d'indisponibilité, nous n'avions pas de moyens pour résoudre l'incident. Donc face à ce risque, on a réfléchi à 5 solutions. La première, c'est de se demander est-ce qu'on peut continuer sans assistance technique. Donc là, vous l'avez bien compris, étant donné qu'on n'a pas de moyens pour, en cas d'indisposibilité, de remettre donc, l'intranet sur pied, pour nous, c'était une solution qui était assez inconcevable, surtout que les années précédentes, on a eu recours à cette assistance technique pour quelques incidents de ce type. La deuxième option a été de demander à l'éditeur s'il pouvait étendre le support technique sur la version actuelle, donc moyennant un budget supplémentaire, mais au moins nous permettre d'avoir une assistance, on va dire, spéciale. Donc la réponse a été malheureusement négative, car l'éditeur avait aussi besoin de concentrer ses efforts sur les versions les plus récentes. Donc on a réfléchi à une troisième solution, qui a été de lancer de façon anticipée le projet de plateforme collaborative. Donc l'ambition en tout cas d'anticiper un peu, d'aller un peu plus vite en tout cas dans notre ambition. Sauf que donc en termes de timing, on était début 2020 et on avait un peu cette date butoir de fin 2020 et on s'est dit que c'était un projet trop conséquent pour anticiper les recherches nécessaires avant en termes d'expérience employée et aussi en termes de sourcing de la technologie la plus pertinente pour répondre à ces besoins. Donc on a étudié 2 autres solutions. La première, donc la quatrième, faire un upgrade donc pour passer à la version supérieure du CMS. Donc là l'idée ici ce n'était pas de passer à la version la plus récente du CMS, mais au moins passer à la version à une version qui continue de bénéficier d'un support technique. Donc par exemple de passer de la version 1 à la version 5 au lieu d'aller directement à la version 10. Donc on va dire trouver un juste milieu. Et en parallèle de cette option, on s'est dit, notre technical leader nous a soumis l'idée de migrer directement l'intranet vers le cloud. Donc, c'est-à-dire c'est la solution numéro 5, c'est-à-dire de préserver le même front, garder les mêmes caractéristiques de l'intranet, mais de migrer uniquement techniquement, donc le contenu et tout, et on va dire tout le contenu sur le cloud, donc sur un tout nouveau CMS et une toute nouvelle plateforme. Donc, on s'est retrouvé justement à garder ces 2 solutions, donc d'upgrade et de migration qu'on a étudiées en parallèle pour voir si, en effet, on n'était pas face à l'opportunité d'aller directement sur le cloud au lieu de faire un upgrade qui pourrait avoir encore des inconvénients dans le futur. Donc, on a étudié on a fait une étude de faisabilité pour voir quels étaient les principaux avantages de migrer vers le cloud comparé à l'upgrade. Donc en termes d'architecture, mais en faisant une upgrade, donc même si on reste sur les mêmes technologies, donc le même CMS, les mêmes serveurs, il aurait fallu mettre en place une toute nouvelle architecture. Donc vraiment passer du temps à réfléchir à une nouvelle architecture qui répondrait mieux à cette nouvelle version du CMS. Alors qu'en migrant vers le cloud, on avait à disposition une architecture standard qui serait configurée par le partenaire avec lequel on travaillerait. Donc en termes d'architecture, c'est vrai que le cloud a marqué des points dès le début. Au niveau de la technologie, donc en upgradant, on restait sur un CMS qui n'est dans tous les cas plus standard, donc qui n'est plus utilisé de façon standard pour les intranets et même les sites internet, et qui dans 1 à 2 ans nécessitera encore de faire des upgrades. Et donc sur cette technologie, les upgrades, ce ne sont pas seulement des upgrades automatisés ou alors simples à faire, c'est vraiment tout un travail, tout un projet à remettre en place.
Alors qu'en passant sur le cloud, ça aurait été l'opportunité, enfin c'est l'opportunité d'utiliser Drupal, donc un CMS qui est standard au niveau des sites internet et des intranets et qui est déjà maîtrisé en interne. Donc à la fois par des contributeurs, mais surtout par des développeurs qui avaient déjà les connaissances pour développer sur Drupal. En termes d'infrastructure, on a là où l'upgrade n'était pas intéressant pour nous, c'est que Solvay, en tout cas le département IT de Solvay, a pour objectif de sortir complètement du modèle on-premise pour aller vers un modèle plutôt cloud pour toutes les applications confondues utilisées par Solvay. Donc en faisant un upgrade, on reste sur un modèle sur lequel on est en train de sortir de façon globale, alors qu'en passant sur le cloud, on est vraiment aligné avec la stratégie globale IT. Donc ça aussi été un point qui nous a mené vers le cloud. On a étudié aussi l'aspect de change management, donc ça c'est vraiment plus au niveau de l'adoption par les contributeurs. Donc l'upgrade, on pensait au début que ce serait plus facile entre guillemets parce qu'on reste sur le même CMS, sauf que l'interface est tout à fait nouvelle d'une version à une autre. Donc ça voudrait dire reformer des personnes pour qu'elles utilisent un CMS dont le succès est déjà limité. Donc du coup, on s'est dit qu'en termes d'adoption, en restant sur l'upgrade, on partait sur une stratégie qui ne serait pas forcément bonne en termes pour l'adoption pour l'adoption au projet des contributeurs. Alors qu'en migrant sur le cloud, on sait que Drupal est un CMS qui est configurable, donc c'est-à-dire qu'on peut changer assez facilement les modules d'édition pour qu'ils répondent mieux aux besoins des contributeurs. Et c'est un CMS qui est déjà utilisé par un tiers des éditeurs, donc notamment les contributeurs de la Web Factory. Et donc du coup, c'est des personnes qui pourraient maîtriser l'outil Drupal sur l'intranet beaucoup plus vite aussi. Et enfin, le dernier point qu'on a étudié dans cette étude de faisabilité, c'est les coûts. Pour l'upgrade, on était sur des coûts projet très élevés, donc 2 fois plus élevés qu'un passage sur le cloud, en plus des coûts serveurs annuels, donc les coûts qu'on paye pour maintenir justement l'intranet sur les serveurs. Alors qu'avec le cloud, donc les coûts projet et d'hébergement étaient beaucoup plus raisonnables et un passage sur le cloud aussi nous permettrait de faire des économies en décommissionnant les serveurs liés à l'ancien CMS. Donc vous l'aurez compris, donc là j'ai vraiment simplifié dans cette présentation, mais c'est vrai que cette étude nous a vraiment permis de nous dire que le cloud était ici une opportunité beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteuse pour ce projet. Mais donc une fois qu'on a décidé de migrer sur le cloud, 2 solutions se sont encore présentées à nous. Donc la première solution, c'était de se dire, on va sur du cloud, mais est-ce que on héberge, on migre sur notre propre environnement Solvay, parce que Solvay a son propre environnement cloud. Donc ça, c'est l'option qu'on appelle Make. Donc est-ce que en migrant sur notre propre environnement, ça veut dire gérer nous-mêmes l'architecture et l'infrastructure, donc Make, donc faire nous-mêmes les choses. Donc ça, c'était la première option. Et la deuxième option qui est Buy, c'est de se dire, est-ce que on n'achèterait pas plutôt auprès d'un partenaire ces services pour avoir une solution qui soit clé en main, entre guillemets, au niveau de l'architecture et de l'infrastructure. Donc c'est là où on a creusé davantage pour voir quelle était la solution la plus avantageuse entre le make et le buy. Sachant que pour le buy, l'équipe projet s'est très vite tournée vers Akia, étant donné que c'est un partenaire avec lequel on travaille déjà sur la Web Factory. Donc là, avant de présenter on va dire les différents points, je précise quand même qu'on était dans un contexte, donc là on était en Q2, Q3 2020, donc on est dans un contexte de course contre la montre, parce qu'il fallait vraiment trouver une solution avant fin 2020, et donc du coup on a fait des comparaisons en prenant en compte ce timing et à coût quasiment égal. Donc en termes d'architecture, en migrant directement dans notre environnement, l'inconvénient aurait été que toute l'architecture aurait dû être reconfigurée pour correspondre au design Drupal. Donc là, c'est pas le design graphique, mais plus
les spécificités techniques de Drupal, étant donné qu'il n'y a pas de site internet aujourd'hui hébergé sur notre cloud, alors qu'en allant avec Akia, on aurait l'avantage d'utiliser une architecture standard, clé en main, qui est offerte par l'Akia Cloud, l'environnement Akia Cloud. Donc là, c'était un point plutôt, donc encore une fois dans ce contexte de course contre la montre, plutôt intéressant pour Akia. En termes d'infrastructure, pour le coup, ce qui était intéressant avec la solution de faire nous-mêmes, c'était qu'on aurait pu bénéficier d'un cloud public avec interconnexion. Donc c'est-à-dire avoir un intranet qui pourrait s'interconnecter avec d'autres applications du cloud de façon facile. Mais ce n'est pas un élément qui a été invalidant, en tout cas pour choisir Akia, étant donné que dans notre contexte aujourd'hui, l'intranet n'avait pas besoin, en tout cas on n'avait pas besoin d'avoir des interconnexions avec d'autres applications du cloud. Au niveau du moteur de recherche, en faisant nous-mêmes, on aurait dû sourcer une solution externe de moteur de recherche et l'implémenter nous-mêmes. Et donc là, du coup, aussi dans un contexte de timing assez serré, on s'est dit qu'il est plus intéressant d'aller vers une solution comme Akia qui fournit un moteur de recherche dans son package et un moteur de recherche qui bénéficie aussi d'une équipe de développeurs qui connaissent l'outil. Donc ça a été très simple pour nous de l'implémenter et de se baser sur les connaissances de l'équipe support en cas quand on a eu des petits problèmes de développement. Au niveau du monitoring, donc là on parle vraiment du monitoring de la plateforme en tant que telle. Donc même chose, en faisant nous-mêmes, il aurait fallu qu'on implémente une solution de monitoring de la plateforme donc externe, donc on source du temps de sourcing et aussi du temps d'implémentation, alors qu'avec Akia, on bénéficie de New Relic, qui est une solution de monitoring de la performance, qui est inclus dans notre package Akia et qui est déjà maîtrisé en interne puisque les équipes de développement l'utilisent dans le cadre de la Web Factory. Et enfin, l'un des éléments qui a aussi compté dans le choix, c'est qu'en faisant nous-mêmes, il aurait fallu qu'on construise un tout nouveau operating model au niveau de l'infrastructure. Donc pour les former aux spécificités liées à Drupal, par exemple, mettre en place si on a des besoins d'upsizing, si on a des besoins de lancer des security patching ou autres, donc toutes ces opérations, on va dire, plutôt liées à l'infrastructure. Aujourd'hui, on n'a pas un modèle en interne qui soit formé à Drupal pour faire ce genre d'opération. Alors qu'en passant avec Akia, là on bénéficie encore une fois d'un support technique et surtout proactif parce que c'est un support on est prévenu quand il y a des security patchs, mais c'est totalement automatisé, c'est totalement maîtrisé et donc du coup on peut compter sur l'équipe technique pour travailler sur ces éléments-là. Donc c'est on va dire les principaux aussi avantages qui nous ont fait choisir Akia vers la fin de l'année 2020. Alors aujourd'hui, on a bien migré sur Drupal et sur Akia. Et donc même si c'est un projet qui est avant tout une migration technique, donc pour répondre à un besoin technique et opérationnel, on voit que cette migration nous apporte une opportunité au niveau fonctionnel. Parce que comme je disais tout à l'heure, donc le but c'est vraiment de passer d'une plateforme d'information descendante à une plateforme de collaboration globale. Et aujourd'hui avec Drupal qui apporte une flexibilité qu'on n'avait pas forcément avant sur l'intranet, on est capable donc de mettre en place des POC, de tester des concepts qu'on pourra implémenter dans la plateforme de collaboration globale, mais qu'on peut tester dès maintenant. Et donc du coup, c'est vraiment une opportunité fonctionnelle, nouvelle, qui nous est apportée et qui va nous permettre de mieux préparer aussi le futur. Donc on va dire que cette migration technique nous a aussi permis de revoir notre roadmap fonctionnel et de commencer à travailler aussi dès maintenant de façon concrète sur certains éléments. Alors c'est la fin de ma présentation, je vous remercie pour votre attention.
Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des projets de migration intranet, si vous voulez tout simplement refondre votre intranet et être intéressé par Drupal de façon générale. Merci à tous. Merci beaucoup Maya pour ce témoignage édifiant et vraiment merci d'avoir partagé comment vous observiez des synergies entre les approches intranet et puis votre plateforme, votre usine digitale, cette factory. C'est clairement la vision qu'Acquia supporte, donc on est très content quand nos clients y trouvent de la valeur ajoutée. Et enfin, nous allons décoller un peu de l'écran, peut-être, prendre un peu de hauteur, de distance et de longueur, et de s'éloigner de la prochaine semaine, du prochain trimestre, pour écouter Georgie Bharat nous expliquer ce que pourrait être, ce que vont peut-être être les différentes typologies de comportement des consommateurs dans les 10 à 20 prochaines années à venir. Un peu de vision, ça fait toujours du bien. Georgie, c'est à vous. Why, hello everyone, my name is Georgie Barrett. I'm a tech journalist and TV presenter, and it is such a pleasure to be joining you for the Acquia's 2021 Experience Festival. Now, today I'm going to be speaking about some future tech trends and how they might impact consumer behaviour, because I've got a bit of a confession to make. I think I'm a bit of a tech geek. I think it came from growing up with two brothers. One of them used to always make me read his Zelda instruction manual to help him get to the next level. And the other one was constantly rebuilding computers. Meanwhile, I was the one who was obsessed with gadgets. So tech has always been a common language in our household growing up. On top of that, I've got a second confession to make, and that is I'm one of those darn millennials. Yes, I grew up on a diet of MSN, AOL, email, Game Boys. So I like to think of myself as a bit of a tech native. And I think it was these two different things that led me to want to become a tech journalist. So that is what I do now. 4 years ago, I joined Channel 5's The Gadget Show, which is a TV show here in the UK. And it is brilliant fun to film. Not only do I get to go on nights out with Craig Charles, which is a story for another time, let me tell you. I also get to travel the world testing out the latest in consumer tech. So you are, in fact, looking at someone with a world record. Yes, I'm the person that has been in VR the longest, playing just one game for over 26 hours straight. I've also driven a super tank, ridden an electric surfboard, I've raced an Olympian on a flyboard, you name it, I've done it. Now, in my written work, I'm often exploring how technology is shaping us both culturally and socially, writing for the likes of The Guardian, The Mirror and Marie Claire. And I tell you what, I have my work cut out. We are living in extraordinary times. We, only need to look at the past year to see that technology has been that central cog that has kept our economy turning. We found new ways of working, communicating, spending our downtime. In fact, the owner of Intel, way back in 1965, predicted that the power of computers will double every 2 years, while the cost will go down. And here we are in 2021, and we're pretty much just about keeping up with that exponential curve. So in my day-to-day work, I get to interact with the people and technologies that are on the cutting edge of it. And that's what I want to share with you today. Some of the technologies that I've come across as a journalist and presenter on The Gadget Show that I think will really impact the way we shop and live in the future. Now, I know your job is all about delivering brilliant digital experiences to your customers. So I hope that some of the things that I'll touch upon today will just spark some big picture thinking of how these technologies will advance over the next few years. To borrow the phrase of the very famous futurologist William Gibson, the future is already here. It's just not evenly distributed. So hopefully I'll give you some glimpses as to what the next generation of tech will bring when it comes to Gen Z consumers. So I want to start by showing you this little clip that I took on my phone, and it's a clip of me being driven by an autonomous vehicle through Las Vegas streets.
Now, as you can see, there is absolutely no one behind the driver's wheel, and we are driving down a main road. You know, buses were pulling out, pedestrians were crossing the road, we had to adhere to traffic lights. I mean, it was a proper road. Now, when I first got in that car, it felt really unnatural. In all honesty, I was actually quite nervous. I was having to do this piece, the Gadget Show, and I could really feel my adrenaline pumping. And afterwards, and I mean, it really didn't take that long. I mean, I was in the car for less than 30 minutes. I got very used to it. So no one was sat behind the passenger seat, but actually, it turns out that AI is a very, very good driver. I felt pretty relaxed. I actually felt a lot more relaxed sitting in that car than if I was doing the driving myself, having to sort of navigate through an area that I'd never been to before. Very quickly, it went from me being in disbelief and flabbergasted by the whole experience to it feeling all very quite ordinary. It felt like I was being driven around by a normal, safe driver. And the reason I'm telling you this is that this experience, I think, very nicely sums up to me just how quickly we can adapt to new technologies. If AI does a job and it does it better than what we would do, we will very, very quickly put our trust in it. For example, we are already putting our trust in AI in the battle against COVID. I was reading only a couple of weeks ago that an algorithm has just been developed that can now create vaccine candidates within seconds to fight any of the COVID mutations that we're seeing. So like a process that used to take months or even years is now reduced down to less than a minute. So what has all this got to do with e-commerce? Well, this same pattern of trusting AI because it is doing a job better than what we would will transfer over to our shopping habits. AI is going to become our new shopping companion, and it's going to be able to do this in many different forms. So let's start by speaking about conversational interfaces. Now, conversational interfaces use a piece of AI called natural language processing, and they take usually the form of digital assistants and chatbots, two tech trends that we've seen grow enormously recently. And as more and more people use these voice assistants like Alexa and Siri, so the data sets grow, so they become better, so this sort of virtual circle begins to pick up speed. Now, the next iteration of these voice assistants is that they'll be able to understand long, complex conversations and actually debate moral arguments. And this tech is already out there. IBM have actually been working on something called Project Debater since 2012. And last year, they put up Project Debater against the world champion debater, so a normal human debater, where it had to argue on the spot with a very adept human speaker. Now, it didn't actually win, but it did come very close, and it just shows how it won't be long until you'll be able to have a meaningful conversation with your AI. For example, you could be asking your Alexa in the future whether you should dump your boyfriend, hire someone, or apply for that course. And in the specific case of shopping, we'll be able to recommend products or brands much in the same way an influencer does. And during these conversations, your Alexa would not only be able to draw on all the vast information of the internet, but it'll also know you intimately. You know, your likes, your dislikes, your previous shopping habits, what you've been looking at on social. So all your personal data will be woven into that answer it forms for you and the recommendations it gives. And then there are the chatbots. Now, a recent survey found that 70% of consumers would rather use a message-based interface when it comes to engaging with a company over an email or phone call. And there's some really interesting use cases out there that are using chatbots beyond just offering a service or support. So the first one I want to speak about is the Replika chatbot. Now, this is a chatbot that is predominantly aimed at teenagers. And the idea is that it turns into your friend. What it does is the AI actually learns the way you talk over message, and then it replicates that. So it hopes to help teenagers who are maybe sort of experiencing anxiety or who can just sort of offload without any judgment. Now, imagine as a brand, you could use this level of customization,
You could echo the language that your customer uses. AI will be able to understand how to engage with them emotionally so that it can deal with that complaint with, compassion, or maybe inject a feeling into celebration as they confirm a purchase. This here is another example of a different kind of chatbot that is actually a chatbot that offers career advice. So it's been developed by IBM Watson, and after inputting all your details, it alerts people to things like internal job opportunities, training courses that could fill in any sort of CV blanks that you might have, and also gives career advice, including if people should be asking for a pay rise, based on their level of expertise and maybe what other people in the company are being paid. Now, this particular chatbot, I think, is a good example of how these pieces of AI will help make decisions on all areas of our lives. Whether that is suggestions on how we could best maybe save money in our personal finances, to who we should get insurance with, to maybe getting advice when it comes to actually styling an outfit or finding that perfect birthday present recommendation. And all this advice is going to be highly personalised to our taste and preferences, because our personal data will be shaping all of it. Our shopping personal assistants will be able to analyse our daily habits, what time we wake up, how much we like to work out, what questions we're Googling, and then suggest the products accordingly. The widespread adoption in recent years of wearable fitness and sleep trackers such as your Fitbit or the Apple Watch, combined with the increased presence of the Internet of Things and things like healthcare and in exercise equipment, have made self-tracking accessible to a large segment of the population. We are now living what I like to call in the era of the quantified self, where you can go out and you can track your steps, you can track your sleep, your nutrition, even down to how many times you've played a particular song over the course of a decade. Now, as a brand, I think it's really interesting to think how you might take that data that you have on your customers and then present it back to them, so it actually adds value or offers something that the service that you didn't have before. A great example of this is Peloton and how they've used live data of people's heart rates to gamify the whole at-home spin experience. And this is just the beginning of what wearables will be able to deliver. How might wearables read our hormone levels? Whether we've just had a rush of dopamine, what our blood sugar levels are doing. Maybe it will be able to suggest what we should buy from the supermarket based on whether we've had a workout that day or our long-term fitness goals. I'm really fascinated by how we can optimize our working week, especially as many of us are now finding ourselves working remotely. We have a lot more autonomy over our time. If we get wearables and AI and we get them to offer insight into, how we get into that flow state, how we should relax, when should we go on social media, then I think this presents a really interesting opportunity for brands, because brands will start to know the optimal time to engage with the customers, really taking this level of personalization to the next level. And then there's personalization of content. Now, I'm not sure if any of you guys have seen Bandersnatch, which was the 2018 Black Mirror episode where you could actually change the ending. So how it worked is that at certain points during the episode, the action pauses and then an option comes up on screen and you just decide which way the character should go. Well, the next iteration of these interactive videos will see people watch content on their phones that will be personalised to them without the action ever stopping. So maybe the content will reflect the current location you're in, or if you've consented to the front camera being used, the AI actually reads your facial expressions and either, turns up the scare factor or makes it funnier based on your personal tastes. Maybe you could even use gestures or actually point at certain things on screen, which then changes the direction of the story. Now, all of this suggests that we'll be seeing a lot more of this non-linear storytelling. People just won't be passively sitting there watching something on the screen. Instead, they'll be engaging and actually tailoring their content to their needs. In fact, already you can watch videos online whereby something like the poster that the actor walks past changes depending on your browsing history, just like you'd find a personalised ad on a website. Now, this level of personalisation may change the way we traditionally search for things as well.
Instead of just looking up a particular brand or item, maybe AI will offer up different experiences based on our facial expressions or how we've actually decided we want to spend our time. This here is a screenshot taken from a recruitment company called Workshape. Now, these guys don't use job ads or CVs. Instead, candidates input how they want to spend their time, and then it generates this little shape. From there, that then matches them up with their dream job. It's not such a stretch to see how in the future we might organise our downtime and also our diaries like this by inputting broadly how we want to spend our time and then letting AI organise those details. So let me now just take a step back from AI, because I also do want to briefly touch upon some of the other technologies that are out there and have the potential to really change the consumer experience. So these here are some stills taken from the Chinese supermarket Hema. And this is a really great example of how blockchain could be implemented to create a value system that is an alternative to traditional currency. So how it works is that you scan any item in the supermarket with your phone, and it will then give you the entire journey of that product from farm to store. So you'd be able to see details like, how old the animal was when it was killed, if you're buying meat, or even things of the temperature of the truck that was being transported in. Now, blockchain is the technology that's being used here that just enables this really fine-tuned detail to be embedded into what is an incredibly complicated supply chain. Consumers never used to have access to stuff like this, and by arming them with this information, they can make informed decisions when it comes to buying products. Just imagine if every single product you ever bought could be scanned, and then it would reveal, let's say, its carbon footprint. Customers then could create real change by holding companies and products up to scrutiny and voting with how they spend their money. And then there's the final tech trend, which is mixed reality. So this is made up of augmented reality, where you actually overlay a digital image on the real world, and then virtual reality, where you're just completely enclosed in a computer-generated space. Now, after a year of Zoom calls and not being able to see loved ones, I think VR is an incredible tool that can really bridge the distance between people and give the sense that you're actually properly inhabiting the same space together. This here is a little video of me at Facebook headquarters trying out something called Facebook Spaces, which actually is now changed to something called Facebook Horizon. And the idea is that it's a VR app that allows you to meet up with your Facebook friends to chat. You can look at pictures, you can change the environment, you can collaborate on projects together, you can even type. Now, while it doesn't look super sophisticated, we sort of look like quite childish avatars. When you're in that third space, chatting to someone, in my case it was the lovely Mike, you really do get that sense of connection. You can see their hand gestures, and it genuinely does feel like they're there with you. So let's say we were in a VR world, doing something like this. I was delivering it to you in VR. Imagine if I could see all your avatar forms. I could see where you're looking. I could see if you're putting your hand up, and then on top of that, we could suddenly change the environment and we could be, on a cliffside in Hawaii, or the environment can change as I speak about different things, so much more engaging than a normal call on Zoom. And people are really developing ways to bring in the different senses, including touch. So this here is a picture of me in a VR arena over in the States. And you basically get to play this VR game in a special studio, which means that when you do things in this virtual space, like, open a spaceship door, you're blasted with some cold air. You can also see that we're wearing haptic bodysuits that actually vibrate when things touch or shoot at you in the VR world. And creating this haptic feedback is really going to allow us to transfer touch over the internet. So things that we could start to really get excited about. And then we finally have augmented reality. And this is a little video here that shows just some of the many ways we'll be interacting with displays and digital information through AR.
As you can see, AR has the potential to actually do away with traditional screens and laptops, which if you think about it, can be quite intrusive. Instead, we could just project this information onto any surface in the real world and then use our voice and gestures to control it. And as sci-fi as it sounds, eventually we won't even need the AR glasses. Instead, we'll be using in-eye displays. So that will be literally contact lenses that display all this information. Now, already the likes of Google, Samsung and Sony have filed for patents protecting innovations around this. So I genuinely don't think it will be long before we start to see this stuff become a reality. Now, augmented reality, when it actually comes to our phones, currently, this is right now, is pretty good. I mean, if you think of some of the filters that you get on social media, how quickly Google Translate can sort of convert text through the camera viewfinder, that's all brilliant examples of AR in action. However, when it comes to AR glasses, despite people's very best efforts, bless them, I would say the technology isn't quite there yet. I'm not sure if any of you have heard of Magic Leap. They were a startup that raised over $1.4 billion and they wanted money to develop their AR glasses. But unfortunately, they look a little bit like this. Can't quite imagine that design taking off. And it's not just their appearance. I have actually had a go using them. And while the promotional videos look very snazzy indeed, when you actually got them on, it's just not very good. So when it comes to augmented reality and glasses, there's still a long way to go. But so much innovation going on in this space, and I'm sure we'll see it come on leaps and bounds over the next 5 years. So, from AI to blockchain, VR to AR, the future consumer will engage with digital experiences that are more personalised, immersive, and will lead to a more individual relationship with brands. Now, I also just want to end with this caveat because I appreciate that some of the things that I've touched upon could make you feel a little bit like, oh my God, the robots are coming. We're going to have no autonomy over our lives. And, you know, while I think this really is a legitimate concern and it's something that I'm sure we could debate about another time, what I will say is this. Us humans have been around for around 200,000 years. The iPhone was created in 2007. Ultimately, we are hardwired to be social creatures, you know, to hang out with fellow people, work in tribes, socialize and create. And I think that will always trump any kind of tech interaction. Yes, we are still finding our feet with these technologies, but ultimately, I am an optimist. I think humans will remain at the centre and tech will be used as a way to empower and connect us. Thank you so much for listening. I hope you enjoyed the rest of the festival. And I also hope to maybe see some of you in real life because I think ultimately that human-to-human connection trumps all. Thank you. Et nous voici déjà à la fin de cet événement. Encore merci à toutes et à tous d'avoir passé du temps ensemble avec nous ce matin. Je tenais vraiment encore une fois à vous remercier. C'était une année particulière pour tout le monde. Et donc on a réussi à voilà, faire de la croissance et c'est évidemment exclusivement grâce à vous, nos clients et vous, nos partenaires. Je tiens notamment à renforcer le message de nos sponsors SQLI et puis Inetum et puis Capgemini. Encore merci à vous trois. On a gagné de beaux projets ensemble cette année, on va encore en gagner d'autres ensemble et c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler sur un certain nombre de sujets, y compris sur des actions de ce type. Et puis enfin, on n'est pas totalement au bout. Si vous voulez passer encore un peu de temps, non seulement avec nous, mais surtout avec nos clients, on organise un panel live cet après-midi sur LinkedIn à 14h. C'est sponsorisé par Inetum, ce sera animé par Inetum. Et on aura 2 clients sur ce panel. On aura Barbara Drago d'Airbus
Donc si vous voulez vraiment comprendre les raisons du choix d'Airbus, de leur projet de plateforme digitale, comment est-ce qu'ils sont passés d'une technologie à une autre, n'hésitez pas à vous connecter. Et puis il y aura également Maya Vanard de Solvay, qui pourra revenir en détail sur les sujets qu'elle a présentés un peu plus tôt dans la matinée. Et ce sera évidemment l'occasion d'échanger, de vous poser des questions, de discuter tous ensemble sur vos prochains sujets, vos prochains enjeux. Donc ne manquez pas cette session. À tout à l'heure, 14h sur LinkedIn. Merci beaucoup, à bientôt.